oui, vous présidez la plus importante commission du Parlement européen depuis 2019, à savoir la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, la commission qu'on appelle la commission ENVI, qui travaille à une cadence impressionnante et notamment à l'approche de la fin de la législature. Euh, Bref, votre temps est précieux et donc on voulait vous dire un grand merci. Je voulais juste vous rappeler, les écoles ambassadrices du Parlement européen, ce sont des enseignants, des élèves qui, dans tous les pays de l'Europe, s'engagent pour parler d'Europe en classe et pour organiser des événements comme celui qu'on fait ce matin en ligne. Et justement, le format en ligne, il a un avantage, il a pas mal d'inconvénients sur le plan technique, mais il a aussi un avantage, c'est que ça nous a permis d'inviter ce matin toutes les écoles ambassadrices d'Europe. Et donc, en plus de nombreux enseignants et élèves français du programme, nous avons ce matin, je voulais juste citer les pays, des élèves de Grèce, du Portugal, d'Italie, d'Espagne, d'Irlande, je crois, d'Allemagne, d'Autriche et de Bulgarie. Notre ambition dans ces échanges, c'est d'être factuel, de pouvoir aborder le fond des dossiers. C'est aussi pour ça que je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui parce que je sais que vous allez savoir nous présenter les dossiers complexes de manière simple. Juste pour terminer, comment nous avons travaillé ce matin avant de vous accueillir? Nous nous sommes répartis en petits groupes pour réfléchir à des questions qu'on souhaitait vous poser sur trois grands thèmes. Les élections européennes 2024, bien sûr, le pacte vert, évidemment, et votre rôle en tant que président de commission parlementaire. Donc, on a ensuite procédé à un vote sur ces questions. Et je vais commencer peut-être de manière un peu inattendue par la question qui a obtenu le meilleur score dans notre premier round de vote, qui est pensez-vous que penseriez-vous de l'idée que l'Union européenne prépare une sorte de concert auquel participeraient des artistes importants, des artistes européens importants? Alors, on nous a cité Maneskin et Rosalia, je connais que la deuxième, moi, personnellement, et qui pourrait inciter les jeunes à aller voter. C'est une question qui est un peu, qui sort un peu du cadre, mais ça nous Non, non, intéresse d'avoir votre... ok. Mais d'abord, je vais y répondre dans un instant. Vous me permettez d'abord de vous remercier pour votre mot d'introduction. Vous remercier aussi et les équipes du Parlement européen à Paris d'organiser ce type de moments d'échange, de connaissance, d'approfondissement des politiques européennes et du rôle du Parlement européen. Je pense que c'est absolument fondamental par rapport à un enjeu majeur qui est la démocratie européenne. Et puis, évidemment, merci et bravo à tous les enseignants et à tous les élèves qui sont en France ou en dehors de l'Hexagone de se mobiliser, de suivre, de s'intéresser aux politiques européennes et à la construction européenne. Je pense que c'est pas moi qui vais vous dire que c'est absolument fondamental pour notre avenir et que c'est très 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 important que la jeunesse, particulièrement pas que la jeunesse, mais que la jeunesse en ait conscience et prenne toute sa part dans la construction des politiques et bien évidemment au moment du vote. Ceci étant dit, et ce ne sont pas des remerciements de circonstances parce que c'est absolument fondamental ce type d'échange, je suis tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle on a besoin d'événements, que ce soit culturels ou sportifs, qui montrent une identité européenne. Identité dans la diversité, c'est le slogan de l'Union européenne, on n'est pas tous pareils, mais en même temps, on a tellement de choses en commun qu'il faut le faire apparaître. Et il n'y a rien de mieux que le sport et la culture pour faire apparaître cette identité européenne à travers des artistes que nous partageons, que nous suivons tous en tant qu'Européens ou à travers des compétitions sportives où nous suivons les équipes, etc., etc. Et si, imaginez s'il y avait en foot ou en d'autres sports collectifs, en hand, etc., une équipe d'Europe, je peux vous dire qu'elle gagnerait beaucoup de compétitions, peut-être pas toutes, évidemment. En rugby, j'en sais rien. En basket, je ne suis pas sûr non plus. Mais en tout cas, on en gagnerait beaucoup. Et cette équipe d'Europe de sport, par exemple, bah, c'est quelque chose qui, je pense, nous manque, au fond, dans la capacité à créer une identité européenne derrière laquelle on serait tous
au lieu d'être simplement, même si, il ne s'agit pas de la remplacer, mais simplement derrière des identités nationales qui sont largement promues au moment des événements sportifs. On va le revoir bien évidemment cet été en France, notamment avec les JO. Donc moi, je suis 100% d'accord avec ce type d'événement et d'idées. Merci beaucoup. Alors, sans transition, hein, je passe à une question qui n'est pas liée à la première, mais qui serait vraiment une question qui est revenue et qui a eu un grand succès ce matin. C'est quelle est votre journée type? Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type en tant que président de la commission Envie? Moi, j'aurais presque envie de dire une semaine type ou un mois type, parce que je pense que vous avez tellement d'activités Mais, différentes. Voilà, mais euh, et voilà, comment vous répartissez votre temps sur tout ce que vous faites Tout à fait. Parlement? Alors, c'est très bien aussi de rentrer dans des choses tout à fait concrètes pour avoir une meilleure compréhension de ce qui est la journée, la semaine, l'activité, l'emploi du temps d'un député européen. Donc, d'abord, comme vous le savez sans doute, le Parlement européen se réunit une fois par mois, certains mois deux fois, mais en moyenne une fois par mois à Strasbourg. Donc, on a une semaine de séances plénières à Strasbourg. Ensuite, on a sur un mois 2 autres semaines à Bruxelles, puis une semaine dite de circonscription, c'est-à-dire une semaine où nous n'avons pas de réunion officielle qui requiert notre présence à Bruxelles ou à Strasbourg, mais qui nous permet d'être en déplacement dans d'autres pays européens, en dehors de l'Union européenne ou sur le terrain pour des échanges avec les entreprises, les citoyens, les ONG, etc. etc. Donc c'est un point d'équilibre que je trouve assez intéressant. Ça fait 3 semaines d'activité parlementaire stricto sensu, 2 à Bruxelles, une à Strasbourg, et une semaine de mission, de délégation, de terrain, etc. Euh, Ensuite, une fois qu'on est dans la partie Strasbourg ou Bruxelles, on a on a une première logique qui consiste, et c'est le cœur de l'activité du Parlement, à voter des textes. D'accord? Et pour voter des textes, il faut faire un travail technique avec nos assistants parlementaires, avec les échanges normaux avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les ONG, les entreprises, les syndicats, les ambassadeurs d'autres pays avec lesquels nous discutons, parce que ce que nous faisons en Europe peut avoir un impact dans le reste du monde, c'est bien évidemment souvent le cas. C'est ce qu'on appelle, c'est souvent traduit en anglais c'est le Brussels Effect, c'est l'effet Bruxelles. C'est paradoxalement beaucoup plus connu aux États-Unis, l'effet Bruxelles, qu'en Europe elle-même. L'effet Bruxelles, c'est l'Europe prend un texte qui en fait s'impose en partie au reste du monde et notamment aux entreprises américaines. Je vais donner un exemple très connu. Ce qu'on a établi comme règle sur le respect de la vie privée par les géants du numérique, la fameuse RGPD, eh bien, c'est appliqué par Google, par Amazon, par Facebook, etc., qui sont tous américains et qui ont donc changé leurs propres règles. Et du coup, les Américains ont fait la même chose parce qu'ils ont dit, bah, attendez, si vous êtes capable de le faire pour protéger la vie privée, le respect des données, etc., des Européens, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas pour les Américains. Et du coup, c'est passé aussi aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. Et on peut en être fier, parce que ça prouve que quand on agit ensemble, bien, on est capable de fixer des règles qui ont un impact sur le reste du monde. Donc, c'est pour ça, et je reviens au sujet agenda, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps aussi à discuter avec des partenaires non européens, entreprises ou diplomates, de façon à bien comprendre justement l'impact de ce qu'on fait en dehors d'Europe. Tout ça, c'est le processus qui nous permet d'arriver au fait de voter des lois européennes. Donc, ces lois européennes, comme vous le savez sans doute, elles ne s'appellent pas loi formellement, elles s'appellent soit directive, soit règlement, mais in fine, ça reste des lois européennes. Ces lois européennes, comme vous le savez sans doute aussi, elles sont de plus en plus, et en ce qui concerne les sujets dont je m'occupe, à savoir tout ce qui est lié à la transition environnementale et climatique, 100%, je pourrais dire, est du registre de la codécision. C'est-à-dire que la Commission européenne met en place un texte, propose un texte de loi, qui part ensuite en parallèle au Conseil et au Parlement. Au Conseil, c'est traité par les ministres du domaine dont on parle, donc ça peut être les ministres de l'Agriculture, les ministres de l'Environnement, les ministres du Commerce, etc. Et au Parlement, ça passe dans les commissions. Donc, commission de l'Agriculture, ou commission de l'Environnement, ou commission
du marché intérieur, commission de l'industrie, etc. Il y en a une grosse dizaine. Et ensuite, ce travail d'amendement du texte initial, on le fait en commission, on vote en commission. Ça demande évidemment une grosse mobilisation pour faire passer ces idées, pour trouver des majorités. Ensuite, on revote le même texte en plénière, qui peut soit valider le texte issu de la commission, soit au contraire remanier politiquement fortement le texte issu de la commission. Et une fois que les États membres se sont mis d'accord et le Parlement s'est mis d'accord, il y a ce qu'on appelle le trilogue, qui est la négociation finale, qui aboutit au texte final. Tout ça sur un texte prend au minimum 6 mois et au maximum parfois des années s'il n'y a jamais d'accord. Et en règle générale, entre 12 et 18 mois. Ça peut paraître long, mais en même temps, ce n'est pas très différent d'un texte national qui met à peu près 6 mois, 1 an pour avancer entre le moment où il est sorti par le gouvernement et le moment où il est finalisé. Et puis, c'est le prix à payer de la démocratie. Si on veut que le texte puisse faire l'objet d'amendements, de discussions entre groupes politiques, de concertations avec les différentes parties prenantes qui sont impactées par ce texte et qui ont des choses à dire, si on veut organiser tout ça en plus des traductions dans toutes les langues de l'Union, et j'insiste là-dessus parce que parfois on perd 3 semaines, 1 mois, parce qu'il faut traduire les textes, parce qu'on ne veut pas que tout soit fait en anglais, puisque c'est la langue principale de travail, eh bien, résultat des courses, il nous faut autour de 12 à 18 mois pour finaliser un texte à partir du moment où il est sorti par la commission et à partir du moment où il est jusqu'à sa adoption formelle. Ça, c'est, je dirais, la partie négociation des textes. C'est le cœur de l'activité d'un parlementaire. Et l'accord final en trilogue, généralement, on le trouve dans la nuit. C'est-à-dire qu'il y a une tradition bruxelloise, elle vaut ce qu'elle vaut, qui est que, en gros, les négociations finales commencent à 18h, 19h et se terminent à 4h ou 5h du matin, dans un format standard. Parfois, on arrête à 4h ou 5h parce qu'on est objectivement fatigué, on dort 2-3 heures et on reprend à 9h du matin. Bon, et là, ça dure encore toute la journée, encore toute la nuit, et là, on arrête. Bon, parce qu'à un moment donné, c'est aussi une façon de trouver des accords, c'est du classique. Vous mettez les gens dans une seringue de contraintes, y compris psychologiques et physiques, et à la fin, c'est le meilleur moyen que les deux parties fassent un pas vers l'autre. Ça, c'est le travail du cœur du Parlement, c'est vraiment le cœur de ce que je fais. Par ailleurs, il y a, comme je le disais, tout un travail de relation avec les citoyens, les ONG, les syndicats, les entreprises, etc. Tout ça, ça se fait à la fois dans le cadre législatif, mais aussi en dehors du cadre législatif, pour comprendre les problèmes rencontrés, pour voir quel type de solution, pour tester des choses, etc. Puis enfin, j'arrêterai là, il y a toute la partie médiatique. Puisque notre rôle, c'est évidemment de faire, mais c'est aussi de faire savoir. C'est aussi de faire savoir ce qui est fait par l'Europe, de façon à ce que les citoyens en aient conscience, puis puissent juger si c'est bien ou mal, et puissent anticiper ce qui va arriver. Et je constate effectivement, et vous le savez sans doute, c'est une très forte spécificité française, il y a beaucoup moins de journalistes français à Bruxelles, et à Strasbourg, mais la plupart sont installés à Bruxelles, il y a beaucoup moins de correspondants français que de correspondants allemands, par exemple. TF1 n'a aucun correspondant à Bruxelles. BFM n'a aucun correspondant à Bruxelles. CNews n'a aucun correspondant à Bruxelles. Europe 1 n'a aucun correspondant à Bruxelles. RTL n'a aucun correspondant à Bruxelles. Je pourrais vous en donner beaucoup. Résultat des courses, vous avez un vrai problème sur les médias grand public que je viens de citer, vous avez un vrai problème d'appropriation des débats européens. Et il y a plus de journalistes allemands d'une seule chaîne de télé que de tous les journalistes français basés à Bruxelles pour tous les médias français. Ça vous donne une idée de l'énorme écart qui peut exister entre la perception, la compréhension, l'appropriation des débats politiques européens en Allemagne et en France. Et c'est pour ça que se développe parfois une idée selon laquelle, est bien répandue en France, bien ancrée en France, selon laquelle Bruxelles déciderait. Bon, Bruxelles, ça n'existe pas. Bruxelles, c'est un système démocratique
fait de plusieurs institutions qui échangent, dialoguent, qui sont ouvertes, parfois même trop ouvertes, c'est ce qu'on appelle le lobbying, mais en tout cas certainement pas fermées. Encore faut-il qu'il y ait une chambre d'écho médiatique pour que vous puissiez, sans être des initiés et des spécialistes de la chose, que vous puissiez avoir accès à cette information. Et c'est là où le manque de relais journalistes est très important et problématique et fait que l'opinion publique en France est plus enclin que dans d'autres pays à soupçonner une prise de décision technocratique de Bruxelles en dehors du contrôle démocratique, etc., etc., tout simplement parce que les débats ne sont pas suivis. Donc mon rôle, comme pour beaucoup d'autres députés européens, bien évidemment, c'est de pousser au maximum les journalistes à s'intéresser à ces sujets qui concernent notre quotidien. Je vais vous donner un exemple pour conclure. Cette nuit, on a négocié les nouvelles règles sur l'étiquetage du miel. Vous allez me dire pourquoi l'Europe s'occupe du miel? Parce que le produit alimentaire le plus fraudé en Europe, c'est le miel. C'est-à-dire qu'une grande partie du miel que vous pensez manger comme étant du miel, en fait, ce n'est pas du miel, c'est de l'eau et du sucre. Et jusqu'à présent, on n'avait pas assez de contrôle aux frontières et pas assez de traçabilité sur l'étiquetage du pot de miel. Bon, donc on a clairement rehaussé les contraintes aux frontières, rehaussé l'information qui sera donnée aux consommateurs. Pourquoi? Pour protéger davantage nos apiculteurs, nos producteurs de miel, qui eux jouent le jeu de la qualité, des vrais miels, etc., et pas de l'eau mélangée avec du sucre qui peut venir par exemple de Chine, puisque c'est le pays principal pour la fraude. Bon, ça, c'est hyper concret. Et si on ne le fait pas tous ensemble, à 27, ça veut dire qu'il y aurait 27 lois différentes dans toute l'Europe pour nos propres producteurs, 27 étiquetages différents, etc., etc. Donc le faire ensemble, ça fait qu'à la fin, il n'y a qu'une seule règle qui s'applique pour tous les producteurs européens, et c'est évidemment beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà un exemple concret qui m'a occupé jusqu'à tard hier soir. D'accord, merci beaucoup. Vous avez dit que ça pouvait prendre 1 an à 18 mois pour adopter un texte, une loi. J'avais fait des petites recherches et j'ai vu que le service de recherche du Parlement européen a fait un peu un point d'avancement sur les travaux. De la législature. Et si je ne me trompe pas, vous allez nous le confirmer, il y aurait un tiers des initiatives annoncées en 2019 dans le domaine du pacte vert qui auraient été adoptées. Le reste ne l'a pas été. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors Non. là, je ne confirme Alors absolument pas. Je ok. peux vous dire que je suis ça de Oui. manière extrêmement précise, puisque c'est aussi ma fonction justement de piloter et de s'assurer que le plus possible atterrit proprement avant les élections. Et Oui. on est au moment où on parle en termes législatifs. Hein, je parle de ce qui change vraiment les règles du jeu. Je ne parle pas de texte, hein, de communication, de stratégie, etc., qui ne changent pas les règles du jeu, mais qui sont des réflexions. Sur ce qui change vraiment les textes du jeu, les règles du jeu, pardon, on est à 70% maintenant, même un peu plus, typiquement, on vient d'en trouver encore hier, cette nuit, 70% de textes adoptés, et j'ai bon espoir qu'on puisse aller à 80% avant la fin de la mandature. Donc 80%, ce n'est pas 100%, c'est clair, mais pourquoi on n'est pas à 100%? D'abord parce qu'il y a énormément de textes et parfois il y a embouteillage matériel, mais surtout parce qu'il y a des textes sur lesquels on n'a pas été d'accord. J'en donne un, le texte sur les pesticides, sur la diminution des pesticides en Europe. Malheureusement, selon mon point de vue, on a échoué à le faire passer. Résultat des courses, il n'y a plus, pas de texte. Donc celui-là, il ne rentrera jamais, a priori, dans les 100%, mais ça fait partie des désaccords politiques possibles. Mais 80%, lorsque Ursula von der Leyen présente le Green Deal en décembre 2019 et en mars-avril 2024, 4 ans et demi plus tard, on sera à 80% réalisé en termes de décisions politiques législatives, honnêtement, je pense que ça reste un très très bon bilan.
Ah oui, oui. Alors moi, les chiffres que j'avais trouvés dataient du printemps 2023 et je pense qu'il y a aussi une accélération là d'ici Exactement, la fin. exactement. Ouais. On était Donc, à 30, puis à 50, puis à 60, et maintenant on est à 60. On a dépassé les 70 avec objectif d'arriver à 80, sachant que la campagne, comme vous le savez, les élections européennes ont lieu le 9 juin, ce qui fait que matériellement, le travail des députés européens, le travail, notre capacité à voter des lois, s'arrête mi-avril, à la oui, plénière je sais plus, du 20 et quelques avril. Et ensuite, c'est 100% un temps de campagne, ce qui est bien normal. Ça ne fait finalement qu'un mois et demi, mais il faut bien à un moment donné faire campagne à fond pour mobiliser, faire intéresser, faire voter, défendre nos idées, etc. Mais on continue à travailler sur la partie législative, donc à négocier et à adopter des textes jusqu'à mi-avril. d'accord. On a eu une question ce matin qui était plus de moyen long terme, qui était est-ce que nous allons tenir l'engagement du Pacte vert d'une neutralité climatique à horizon 2050? Et donc, Alors, c'est évidemment, s'il y a une question stratégique et fondamentale qui me fait lever le matin, c'est celle-là. C'est est-ce qu'on va y arriver et comment on se donne les moyens d'y arriver? Comment on se donne les moyens d'y arriver? Ben, c'est précisément le cœur du pacte vert, à savoir changer les règles du jeu dans à peu près tous les domaines pour que on passe d'une économie qui était et qui reste toujours au moment où on parle incompatible avec la neutralité climat, vers une économie qui devient alignée avec les engagements que nous avons pris avec l'accord de Paris au niveau international et avec la loi climat européenne au niveau européen. Pour y arriver, on ne se contente pas de fixer des objectifs, parce que c'est bien, mais c'est notoirement insuffisant. On change les règles du jeu. Par exemple, sur les voitures, prendre quelque chose que vous avez peut-être vu passer, sans doute vu passer, nous avons adopté une loi qui dit qu'à partir de 2035, il n'est plus possible en Europe de vendre une voiture neuve qui ne soit pas zéro émission de CO2. Qu'elle soit électrique avec une batterie, qu'elle soit hydrogène ou qu'elle soit toute autre chose, si demain on invente autre chose, elle doit être zéro émission de CO2. Ce qui engage une transformation profonde de l'industrie automobile pour passer du moteur thermique, qu'il soit essence ou diesel, à la motorisation zéro émission, qu'elle soit hydrogène ou électrique, ou encore une fois autre chose, si demain on invente quelque chose entre maintenant et 2035. Ça, c'est un texte qui est absolument structurant pour notre industrie et qui a fait l'objet de nombreuses discussions politiques, notamment par exemple en commençant par la date. Certains voulaient aller plus vite, 2030, d'autres voulaient aller plus lentement, 2040. Moi, j'ai soutenu la date qui a finalement été retenue de 2035, ce qui nous laisse le temps de nous adapter. 2035, c'est dans 11 ans. On a pris ce texte il y a 2 ans, donc c'est 13 ans d'adaptation. Ce n'est pas demain matin, ça ne tombe pas comme un coup près. Mais en même temps, ça reste compatible, 2035, avec la neutralité climat 2050. Pourquoi? Parce que la durée de vie moyenne d'une voiture en Europe, c'est entre 12 et 14 ans. Et donc, si vous prenez une règle où, à partir de 2035, toutes les voitures neuves mises sur le marché sont zéro émission et qu'elles vivent 12 à 14 ans, ben, ça veut dire qu'en 2050, la quasi-totalité de votre parc est zéro émission. Et ça, c'est exactement l'objectif que l'on veut atteindre. Donc, ça tire plein de fils que je ne vais pas développer ici, mais c'est ce qui justifie, par exemple, une décision que nous avons prise, alors pour le coup, en France, que d'autres pays européens n'ont pas. Pour l'instant, on est les seuls à l'avoir fait. Je pense que c'est une très bonne décision. C'est ce qu'on appelle le leasing social pour faire en sorte que des ménages qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acheter une voiture neuve électrique puissent le faire grâce à une offre à 100 euros par mois en leasing. Et ça y est, c'est parti. Et vous avez peut-être vu, on a été nous-mêmes surpris par l'appétit des Français. En 3 semaines, je crois, on a eu 100 000 demandes. C'est énorme, 100 000 demandes en 3 semaines de gens qui disent moi, je veux profiter de ce dispositif. Donc, ça prouve qu'un des enjeux, c'est évidemment d'articuler pour réussir ce qui était la question, c'est comment on fait pour réussir, c'est d'articuler le niveau européen au niveau national et faire en sorte que les règles que l'on prend,
qui sont transformationnelles, et il faut qu'elles le soient, sinon ça ne produit pas d'impact, soient bien évidemment toujours accompagnées de politiques sociales, que ce soit côté offre ou côté demande, pour que l'acceptabilité sociale de tout ça soit assurée. C'est évidemment une condition du succès. C'est le cas aujourd'hui en matière d'agriculture. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous avez parlé du secteur automobile et du coup, ça fait écho à une question, les questions qu'on a eues ce matin. Les gens se demandent la question était formulée comme ça, comment gérer la pression des lobbies? Comment ça se passe? Alors, donc, d'abord, le lobbying, c'est quoi? C'est une entreprise ou un secteur d'activité qui fait entendre sa voix, qui vient nous voir, donc qui vient voir d'abord la commission avant même que la loi ne soit sortie par la commission, puis qui vient nous voir au Parlement européen et qui rencontre les députés qui négocient les textes. Un texte est négocié par une personne au nom de son groupe politique. Puis ensuite, cette personne en réfère en permanence à son groupe politique et parfois, il y a un alignement, parfois il n'y a pas d'alignement et donc il peut y avoir division d'un groupe politique et donc même appartenant au même groupe politique, le député A va voter telle chose, le député B va voter le contraire. Le lobbying, ça consiste à aller voir les députés qui font les éléments clés du vote et leur dire « Ah, mais alors, telle règle, c'est impossible, c'est trop cher, ou au contraire, c'est insuffisant, etc. » Il faut savoir que les entreprises aujourd'hui, sur les sujets que je suis, hein, je ne fais pas de généralité, mais parlons de la transition écologique, vous avez aujourd'hui une partie du monde économique qui clairement a intérêt à cette transition et veut cette transition parce qu'ils ont fait les investissements, parce qu'ils détiennent les technologies, parce qu'ils pensent que c'est leur intérêt. Et puis une autre partie du monde économique qui pense le contraire, qui dit c'est trop cher, qu'est-ce que vous allez casser mon marché, etc., etc. Et donc on est confronté, il n'y a pas un lobbying unique des entreprises. Vous avez sur le texte précis des voitures, mais c'est vrai vraiment pour absolument tout, vous aviez des constructeurs automobiles avec lesquels nous avions un accord clair sur le fait d'aller dans la direction que j'ai évoquée, donc 2035, zéro émission, Volkswagen, Volvo, Stellantis, la veille du vote, le jour du vote, envoie un message officiel disant qu'ils soutiennent le texte. Puis vous avez d'autres constructeurs qui étaient beaucoup plus réticents et qui, jusqu'au dernier moment, ont essayé de faire en sorte que cette loi ne passe pas ou qu'il y ait des exemptions ou que ce soit repoussé à 2040, etc., etc. Donc, cette interaction avec les acteurs économiques et les grandes entreprises, elle est multiple et pas toujours du tout alignée d'une forme de bloc qui, je dirais, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Bon. Deuxième élément, le texte sur les emballages. Un des textes qui a fait l'objet du plus fort taux de lobbying, on va dire, plus grande pression de lobbying. Pourquoi? Parce que derrière chaque article de ce texte, il y avait des intérêts d'entreprise. Et parmi les éléments clés de ce texte, il y avait d'obliger toute la restauration rapide, donc McDonald's, KFC, Burger King, Dunkin' Donuts, etc., à passer d'une logique du tout jetable à une logique de, au fond, quand je suis sur place et que je mange un repas sur place, la vaisselle que j'utilise, c'est pas du jetable, j'utilise de la vaisselle. Un truc incroyable, c'est que je demande à McDonald's de faire ce que n'importe quel autre restaurant fait. C'est quand vous allez manger dans une pizzeria, vous mangez dans une assiette. Vous ne mangez pas dans une boîte en papier carton. Ben ça a fait l'objet d'un lobbying de malades de McDonald's et consorts. Et ils ont gagné. Je suis le premier à le regretter, mais une majorité de députés a cédé. Ce qui est très intéressant, c'est que McDonald's a fait le même lobbying auprès des États membres, et là, ils ont perdu. Et donc, ça veut dire que quand là, maintenant, on négocie,
quelquefois, c'est pas arrivé, mais souvent c'est l'inverse. Mais dans ce dossier-là, c'est l'inverse. C'est le Parlement européen qui est moins ambitieux que les États. Parce que le Parlement, une majorité de parlementaires, dont je ne fais pas partie, a cédé, malheureusement, au lobbying de McDo. Mais sur ce même texte, vous aviez des entreprises, et là aussi je cite des noms parce que c'est intéressant, c'est la vraie vie, Carrefour, Ikea, qui étaient en lobby pour ce texte, qui sont allés voir des députés qui étaient hésitants, qui disent non, non, il faut le faire, le réemploi, il faut le faire, la circularité, il faut le faire, le taux de recyclage, etc., il faut le faire. Donc c'est intéressant parce que là encore, vous aviez des entreprises en lobbying très actifs qui jouaient contre le pacte vert, d'autres qui jouaient pour. Et moi, sur le lobbying, je considère que le cœur, c'est la transparence. C'est que les positions publiques doivent être transparentes. Après, McDo assume. McDo assume de ne pas vouloir changer son modèle et préfère avoir des centaines et des milliers de tonnes de trucs qu'on jette plutôt que d'avoir de la vaisselle. Maintenant, quand vous allez chez McDo, sachez que c'est ça que vous financez. L'élément clé du lobbying, c'est qu'il soit transparent et ensuite qu'il soit équilibré. Et c'est là où, je conclue là-dessus, c'est très important pour nous d'aller voir aussi les représentants des petites entreprises. Parce que le lobbying, il est très déséquilibré à l'intérieur même du monde économique. Entre les très grandes entreprises qui ont des dizaines de représentants à Bruxelles pour suivre, mobiliser, influencer les lois, et puis une PME qui, évidemment, à 50 personnes en France, n'a évidemment aucune chance d'avoir un salarié à Bruxelles pour faire des affaires publiques. Et donc, c'est très important pour moi, et je m'y emploie régulièrement, à en permanence aller chercher les nouvelles solutions portées non pas par les grandes entreprises installées, mais par les startups, par ceux qui développent des nouveaux modèles, pour pouvoir dire à ceux qui sont installés, mais en fait, vous me dites que ça n'existe pas, mais ça existe. C'est juste que vous n'avez pas la technologie, c'est votre concurrent qui l'a. Il est plus petit, il est nouveau. Enfin, moi, ça m'intéresse et c'est lui qui a la solution. Et sur un cas particulier, on a changé la règle du jeu grâce à ça. C'est sur les batteries qu'on met dans les voitures, par exemple, qu'on met dans les vélos, le niveau de performance environnementale qui était exigé des batteries dans le texte initial a été jugé beaucoup trop faible par un acteur économique qui s'appelle Vercor, qui est en train d'exploser en France. C'est une boîte française qui est à Grenoble et qui développe des usines de batteries partout en France. Et quand on les a rencontrés, ils étaient deux. Donc, on ne peut pas plus petit qu'une entreprise, ils sont deux. Normalement, ils ont accès à rien ici. On les a rencontrés, ils ont dit, mais en fait, vous vous faites avoir par ceux qui vous disent que ce n'est pas possible. Nous, on a la technologie, on sait que c'est possible. Du coup, je les aurais fait rencontrer un certain nombre de députés clés pour la négociation de ce texte. Ils les ont convaincus. Résultat des courses, le texte, in fine, est beaucoup plus ambitieux sur le plan environnemental que le texte initial. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à se connecter à des acteurs économiques qui avaient la solution. Et aujourd'hui, Vercor, ils étaient deux quand je les ai rencontrés il y a 3 ans ou 4 ans. Ils sont 1000 aujourd'hui. Donc ça prouve que là, on a eu 100% raison, on a cru en ce qu'ils nous ont dit et ça marche. Ça, c'est un très bon exemple. C'est du lobbying, c'est du lobbying, mais c'est très, très efficace et positif. Oui, merci. C'est vrai que là, on voit à quel point le lobbying, c'est très varié. Je vois qu'il y a un lycée, je crois que c'est un lycée qui est en Espagne ou au Portugal, qui souhaite poser une question directement. Alors, je vais leur donner la parole et ensuite, moi, j'aurai encore une question à vous poser. Allez-y, Allez-y. on vous écoute. Bah oui, salut. Bon, quant à la situation actuelle avec les agriculteurs français et la confrontation avec l'Espagne et l'Italie, peut-être. Oui. Bon, est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie pour promouvoir la consommation des produits agricoles cultivés sous les lois des États membres afin de pouvoir faire face à la concurrence avec des pays qui ont des lois plus laxistes, comme ça pourrait être le Maroc ou le Brésil? Alors, merci pour votre question parce qu'elle est évidemment au cœur de la frustration des agriculteurs aujourd'hui, à qui on met des règles environnementales pour de bonnes raisons, et je suis le premier à les défendre. On veut moins de pesticides, on veut plus de bio, on veut plus de bien-être animal, c'est la préférence des consommateurs européens, et tant mieux. Et en même temps, on continue d'importer du Maroc, du Brésil, de Turquie, d'Argentine et de plus en plus d'Ukraine,
des produits qui ne respectent pas ces mêmes normes. Donc, je suis 100% d'accord avec votre analyse. C'est d'ailleurs pour ça que la France, contrairement à l'Espagne et au Portugal, puisque je me permets de le mentionner, ce que vous en venez, est hostile à l'accord commercial sur le Mercosur, donc avec le Brésil, l'Argentine notamment, parce que justement, la condition d'équité des règles n'est pas respectée. Et je constate qu'en France, il y a un consensus national quasi total contre le Mercosur. En Espagne et au Portugal, c'est exactement l'inverse. Vous avez un consensus national très fort pour le Mercosur. Deux gouvernements de gauche avec des gouvernements, y compris très à gauche, avec des partis très à gauche. Donc ça me permet de faire une toute petite incise sur un point, c'est que le débat politique européen, il faut toujours le lire avec une matrice verticale et horizontale. Vous avez la matrice verticale, c'est en gros, pour simplifier, la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Bon, ça, vous avez des points communs à toutes les familles politiques centristes ou d'extrême gauche ou d'extrême droite ou socialistes, etc., dans toute l'Europe. Puis, vous avez l'autre matrice, cette fois-ci horizontale, qui est nationale. Où là, à l'intérieur de la même famille politique, vous pouvez avoir des visions totalement différentes, parce qu'en fait, c'est une vision nationale qui s'impose. Le cas du Mercosur est un très très bon exemple. Tous les députés français sont contre, tous les députés espagnols sont pour. Pourquoi? Évidemment, parce que c'est lié à notre histoire avec le continent, enfin l'histoire espagnole et portugaise avec le continent sud-américain, comme nous, on peut avoir d'autres types de relations avec nos anciennes colonies, puisqu'il faut les appeler comme ça. Donc ça, c'est important de le comprendre, parce que ça, sinon, vous passez à côté de la clé de compréhension des votes et des dynamiques politiques. Maintenant, je reviens sur les agriculteurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on pousse au maximum pour ce qu'on appelle les clauses miroirs. Les clauses miroirs, ça revient exactement à ce que vous disiez, c'est-à-dire j'arrête d'importer des modes de production agricole que j'interdis chez moi. Et donc, on en a gagné, on commence à les gagner juridiquement. Une très concrète qui est entrée en vigueur sur les antibiotiques. Vous savez que nous, on interdit pour l'élevage en Europe l'utilisation dans certains antibiotiques. Ce n'est pas le cas au Canada, au Brésil, aux États-Unis. Donc, tout le bœuf, prendre cet exemple-là, qui rentrait en Europe et qui avait été traité avec des antibiotiques interdits en Europe, maintenant c'est fini. Il ne rentre plus. Autre exemple, les néonicotinoïdes. C'est utilisé pour les betteraves, par exemple, pour d'autres grandes cultures, notamment le blé, le colza au Brésil, aux États-Unis, au Canada, une grande puissance agricole, bien évidemment. Eh bien, c'est pareil. Depuis le 1er janvier 2023, nous avons pris formellement la décision de ne plus importer ces produits qui contiennent des traces de néonicotinoïdes interdits en Europe. Donc, on le fait. Est-ce qu'on le fait assez? Non. Pourquoi on ne pourrait pas dire prenez une règle du jour au lendemain et maintenant ça s'applique partout? Tout simplement parce que si on faisait ça, demain, la moitié des supermarchés sont vides. Et là, les consommateurs diraient, mais attendez, d'être sympa, mais il n'y a plus de nuggets, il n'y a plus de pizza au chorizo, il n'y a plus de... C'est où tout ça? Ça a disparu. Parce que il faut le savoir, et c'est la réalité, l'immense majorité de ces produits industriels transformés, leur matière première agricole, elle n'est pas européenne. Quand vous achetez un nugget n'importe où dans un supermarché ou au McDo, il y a 99% de chances que ce ne soit pas européen. C'est soit brésilien, soit thaïlandais, soit ukrainien. Et donc, si on disait, maintenant ça ne rentre plus, on aurait un énorme problème de pénurie de ce type de produit. Alors après, est-ce que les consommateurs européens, est-ce que les sociétés européennes sont prêts à jouer le jeu ou diraient, bon, c'est sympa votre truc, mais enfin quand même, moi, ma pizza au lardon, j'ai toujours ma pasta box avec ma carbonara et mes lardons qui viennent du port ukrainien, je le veux. Voilà. Une vraie question politique, où chacun est face à ses contradictions. Et du coup, là, le sujet numéro 1 qui nous occupe à très, très, très court terme, à côté du Mercosur, c'est l'Ukraine.
On est évidemment totalement solidaire de l'Ukraine, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas moi qui vais dire le contraire. Et il faut toujours rappeler que si nous sommes dans une situation compliquée pour nos agriculteurs face à l'agriculture ukrainienne, c'est parce que l'Ukraine a été envahie par la Russie et par Poutine, ami de nos extrêmes droites un peu partout en Europe. Une fois que j'ai dit ça, et c'est fondamental, il n'empêche que aujourd'hui, 50% du poulet qui est consommé en Europe vient d'Ukraine, là maintenant. Il y a une sorte de vague de poulet ukrainien. Pourquoi? Parce qu'on a diminué les droits de douane sur le poulet ukrainien. Et on l'a fait par solidarité économique. Sauf que ça déstabilise objectivement beaucoup trop nos filières. Et donc, on est en train, là, au moment où je vous parle, de renégocier de nouveaux tarifs douaniers avec l'Ukraine sur un certain nombre de contingents, etc. etc. Je ne rentre pas dans la technique de la négociation, mais in fine, on aura un point qui sera plus protecteur de notre propre filière volaille. Parce que c'est une situation qu'on a soutenue par solidarité avec les Ukrainiens. Il fallait le faire. Maintenant, 2 ans après le début de la guerre, il faut aussi retrouver un point d'équilibre. Donc, c'est typiquement des sujets complexes. Hein, c'est évidemment très compliqué de dire tout ce que je viens de dire. On voit bien les tensions, les arbitrages qu'on doit faire, mais c'est ça notre responsabilité. Et c'est exactement ça, pour ça qu'on a été élu, pour gérer cette complexité. Et c'est comme ça que moi, je vois mon métier de député européen. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a un autre lycée qui souhaiterait prendre la parole. Est-ce que vous souhaitez poser une question? Je vous donne la parole. Salvador Gadea. Oui, nous sommes le lycée Salvador Gadea à Espagne et Valence. Et autre question, c'est à cause du changement climatique, il y a des produits locaux qui peuvent disparaître, comme c'est le cas du garrofó, haricot de Lima, dans la paella valencienne. Quelles mesures prend l'Union européenne pour protéger la production des produits locaux comme celui-ci? Très bien. Et alors, d'abord, merci pour votre question. D'abord, vous avez absolument raison de mettre le doigt sur quelque chose qui est fondamental, c'est que le changement climatique produit déjà maintenant, au moment où on parle, ses effets, et il les produit 2 fois plus vite en Europe que dans le reste du monde, parce que les scientifiques du climat ont démontré, et c'est totalement incontestable, que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Donc quand on dit qu'on a pris d'ores et déjà 1 degré de réchauffement climatique en moyenne dans le monde, eh ben, en Europe, c'est 2. Et donc, quand on dit qu'on veut limiter à 2 degrés le réchauffement climatique dans le monde, en Europe, c'est 4. Donc, on voit bien qu'on est confronté à un défi absolument majeur, notamment pour l'agriculture, qui sont les agriculteurs les premières victimes de l'impact du changement climatique, avec les sécheresses, les changements de température qui font que les espèces qui poussaient à tel endroit ne poussent plus, etc. Exactement ce que vous venez de décrire. Et d'ailleurs, en Espagne, vous avez aussi un sujet majeur sur l'olive, puisque je crois que les productions d'olive ont diminué de près de 50% ces dernières années, parce qu'il y a juste, il ne pleut plus, notamment dans le sud de l'Espagne. Et en Italie, je crois qu'il y a d'autres lycéens italiens, en Italie, pour la première fois l'année dernière, la production totale agricole a baissé. Et ce n'est pas parce qu'on a changé les c'est parce qu'en Italie, il pleut moins, encore moins qu'avant. Et résultat des courses, le riz, par exemple, a un énorme problème. Dans tout le nord de l'Italie, un énorme problème. Parce que pour faire du riz, il faut de l'eau. Donc, ça, ce que vous venez de décrire pour un cas particulier, je peux vous dire que c'est valable pour des dizaines et des dizaines de cultures absolument clés en Europe. Les olives en Espagne, le riz en Italie, c'est vraiment très important. Donc, comment on fait? D'abord, pour éviter que ça s'aggrave, il faut réduire l'impact du changement climatique. Donc, il faut réduire nos émissions. C'est le cœur du Green Deal et le cœur de la neutralité climat. Un monde à 5-6 degrés de réchauffement climatique, qui est le monde, si on ne faisait rien, hein, on se dirigerait vers ça. Heureusement, ce n'est pas le plus probable, mais si on ne faisait rien, comme certains nous y invitent, c'est vers ça qu'on irait. C'est juste objectivement le chaos complet. Le chaos complet. Donc, d'abord, on agit pour réduire nos émissions et le faire évidemment à l'échelle européenne et mondiale. Deuxièmement, on doit s'adapter.
s'adapter, ça veut dire faire en sorte que les agriculteurs, hein, dans le cas d'espèces, soient protégés. Et donc, on leur permet d'accéder à des nouvelles semences qui accélèrent, par exemple, la résistance à l'eau, au stress hydrique. Donc, il y a moins d'eau, ben, on change la semence, on tire le gène qui, dans la semence, la pomme de terre ou d'autres, du haricot, et celui qui gère la résistance à l'eau, donc la nécessité d'arroser X fois, voilà, et on pousse à l'intérieur de la même espèce, hein, ce n'est pas un OGM, à l'intérieur de la même espèce, on pousse le gène de la résistance au stress hydrique pour qu'on ait demain des plantes qui poussent même s'il y a moins d'eau. En ce moment même, on est en train de changer les règles pour autoriser ça pour nos agriculteurs. Autre exemple, l'irrigation, les bassines, où là, on doit trouver le bon compromis entre l'accès à l'eau pour les agriculteurs et l'accès à l'eau pour le reste. On voit bien dans plein de pays, en France, en Espagne, en Italie, que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué et moi, j'essaie de tenir ce point d'équilibre où il faut évidemment donner l'accès à l'eau aux agriculteurs, parce que sinon la production s'effondre. Et en même temps, il faut que cette production soit différente pour qu'elle soit moins dépendante au stress hydrique. Parce que sinon, c'est une pure fuite en avant qui ne résout aucun problème. Donc, on agit sur plein de fronts, à la fois dans les politiques nationales et dans les politiques européennes, par exemple la politique agricole commune. Donc, voilà, je vous ai donné 2-3 exemples, mais on pourrait multiplier tout ça sur les infrastructures d'énergie, sur les infrastructures de transport, ou par exemple, la Banque européenne d'investissement ne finance plus aujourd'hui aucun projet sans avoir fait un stress test climat de la réaction du projet qu'elle finance dans un monde, une Europe en l'occurrence, à 4 degrés de réchauffement. Donc, si je finance une route près d'un littoral ou une voie ferrée près d'un littoral, ben, évidemment, je fais le stress test de dire, OK, et si l'eau monte, qu'est-ce qui se passe? Ça peut paraître du bon sens, mais je peux vous dire qu'avant, on ne le faisait pas. Ce qui veut dire que le stock d'investissement qu'on a fait, des milliards et des milliards et des milliards d'investissements dans des infrastructures, n'ont jamais été existantes, n'ont jamais été stress testées pour savoir si elles résistaient ou pas au réchauffement climatique. Et c'est pour ça que je suis absolument certain qu'on va au-devant de problèmes qu'on ignore encore parce qu'on est aveugle. Et donc, on a besoin de travaux, par exemple, de ceux de l'Agence européenne de l'environnement, qui mettent le doigt, parfois là où ça fait mal, mais qui disent, ben voilà, tel port, s'il ne fait rien, dans 30 ans, selon les modèles dont on dispose, il est sous les eaux. Et donc, quand toutes les infrastructures portuaires sont sous les eaux, ben, à un moment donné, il y a un petit problème. Et je vais vous donner un cas très concret, ça s'appelle Le Havre en France. Bon, donc, le jour où on n'a plus le port du Havre, parce qu'il est sous les eaux, ou il n'est pas sous les eaux tout le temps, mais il est sous les eaux 20 jours, 30 jours, 40 jours, 50 jours par an, ben, ces 50 jours, il ne peut pas opérer. Ben, je peux vous dire que l'économie française, 50 jours sans le port du Havre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on voit tout ce qui transite tous les jours. Évidemment, pareil pour Rotterdam, pareil pour Hambourg, pareil pour le Pirée en Grèce, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on continue de progresser pour arrêter d'être aveugle aux impacts du changement climatique. Merci. Je crois on s'approche de la fin. Si vous êtes d'accord, Pascal Canfin, on pourrait prendre encore une ou deux questions, notamment. Peut-être plutôt une, si c'est possible. Une. Oui. Alors, je crois que le lycée professionnel Fertet avait une question. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, oui. Alors, merci. Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Alors, vas-y. Vas-y. Alors, c'est un de mes élèves. Hein. Je m'appelle Ryan, je suis au lycée professionnel Henri Ferté. Ah, plus fort. Alors, ma question, c'est trouverons-nous encore des pièces pour nos véhicules thermiques à partir de 2035? Est-ce que vous trouverez des pièces? C'est ça, ouais. Parce que je n'ai pas entendu. Ok, très bien. Donc, ouais. Est-ce qu'il sera encore possible de réparer, etc. Lycée professionnel Alors, d'abord, c'est encore possible de trouver les pièces à compter de 2035? Voilà, je vous remercie. J'ai bien compris. Donc, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que jusqu'au 31 décembre 2034,
vous pouvez acheter une voiture thermique en Europe. Ce qui veut dire que le stock de voitures thermiques va être encore considérable. Considérable. Et c'est bien normal puisqu'on fait une transition, on ne fait pas une mesure coup près où tout s'arrête tout simplement parce qu'on n'est pas en capacité de produire autant de voitures électriques ou hydrogène que cela serait nécessaire si on avait une logique falaise du jour au lendemain. Donc on est sur une logique de transition. Ce qui veut dire que le stock de voitures thermiques sera encore considérable, y compris en 2034 et y compris ensuite, puisque le marché de l'occasion, il n'est pas régulé. C'est-à-dire que toute voiture thermique que vous avez achetée jusqu'au 31 décembre 2034 peut continuer bien évidemment à rouler. Vous pouvez la revendre sur le marché de l'occasion. Et puis à un moment donné, à la fin de sa vie, ça s'arrête. Et donc, effectivement, le point de à quel moment on finira par peut-être ne plus trouver de pièces sur les moteurs thermiques, c'est possible que ça arrive un jour. Parce qu'il y aura une demande tellement diminuée qu'il n'y aura plus suffisamment d'infrastructures. Mais je peux vous dire que ce n'est pas en 34, ni en 35. C'est plutôt, pour moi, entre 45 et quelques. Mais par contre, comme les constructeurs automobiles, au moment où on parle, vont continuer de vendre des véhicules thermiques ailleurs, je dis bien au moment où on parle parce que la Californie a pris la même règle que nous, la Chine a une part de véhicules électriques beaucoup plus importante que la nôtre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas du Japon, ce n'est pas le cas de l'Inde, ce n'est pas le cas du Brésil. Donc, ils vont continuer à en vendre. Et ce qui fait que leur chaîne de production des pièces va continuer. Donc, on continuera à avoir accès à ces pièces. Par contre, sur les lycées professionnels, et je conclue là-dessus, c'est très, très important, et votre question montre que vous pensez à ça, c'est très important de penser les formations professionnelles d'aujourd'hui en intégrant l'effet des règles que nous prenons au nom du climat dans les 20-30 années qui viennent, c'est-à-dire pour votre carrière professionnelle. Et je ne vais pas vous dire, parce que ce serait vous mentir, je ne vais pas vous dire que si vous vous spécialisez dans les pièces d'injection pour moteur diesel, bah, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Par contre, je vous disais, Verkor, en 4 ans, ils sont passés de 2 à 1000. Alors pour le coup, chez ST Microelectronics, dans toutes les entreprises qui font ces pièces et qui ensuite donnent une deuxième vie à la batterie, voire une troisième vie à la batterie en la réajustant, etc., qui demandent du travail évidemment opérationnel, concret sur les pièces, là pour le coup, il y a du job à n'en plus finir. Donc ça, c'est très important votre question. Et j'insiste sur ce point parce que ça n'est absolument pas une compétence de l'Union européenne. Vous le savez, et vous êtes bien placé pour le savoir, la formation, l'éducation n'est que très, très marginalement une compétence européenne. C'est pour 95% un sujet national. Et donc, ce sont aux États membres, à la France en l'occurrence pour nous, de faire ce travail, de croiser les tableaux des formations professionnelles, les exigences de compétences, etc., et la transition écologique et ses conséquences pour les métiers. Conséquences négatives et conséquences positives, parce que comme toute transformation, il y a les deux et il faut savoir transformer pour pouvoir justement être les gagnants de la fin. Et je conclus sur Erasmus. On a fait un truc, je pense, génial. J'étais moi-même Erasmus. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, soit qui envisagent de le faire, soit qui le font. Donc, allez-y à fond. Mais par contre, Erasmus, aujourd'hui, c'est inégalement réparti. Pourquoi? Parce qu'on a harmonisé les formations post-bac. LMD, licence, master, etc. C'est doctorat. Quasiment partout en Europe, vous pouvez valider vos unités, faire 6 mois, un semestre à un endroit ou à un autre, et tout ça est complètement intégré. Super réussi, super réussi. On ne l'a pas du tout fait pour la formation professionnelle. Et donc, ça, c'est la reconnaissance des diplômes. Si vous voulez acquérir votre diplôme de formation professionnelle en Belgique, ou aux Pays-Bas, ou en Italie, vous le faire valoriser en France, ben, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, beaucoup plus difficile. Et ça, je pense que c'est un chantier absolument nécessaire. Nous sommes en train de regarder comment on peut, dans la prochaine mandature, avancer très fortement là-dessus pour faire en sorte qu'on ait le même niveau d'ouverture, d'opportunité, d'intégration qu'on a réussi à faire pour la formation post-bac en formation professionnelle.
Merci Je vous beaucoup. remercie infiniment pour vos éléments de réponse. Merci. Merci Pascal Canfin. Je crois qu'on doit vous libérer maintenant pour. Oui, Et, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. oui, un très grand merci. Bonne journée, à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Je suis désolée pour les lycées qui avaient levé la main, mais Monsieur Canfin ne pouvait rester que jusqu'à midi, donc il est resté un tout petit peu plus longtemps déjà. C'est bien. Si vous voulez, on pourra quand même regrouper les questions et faire en sorte et voir si on trouve une solution pour obtenir des réponses à vos questions. Et puis je laisse la parole à Johanna ou Nunzio pour clôturer la matinée. Je crois que vous avez déjà échangé dans le